Bonjour, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce matin. Transférés de Londres à Abidjan, les responsables de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, ont entrepris une visite guidée des locaux qui vont abriter le siège à Abidjan. Objectif, mener des études d'évaluation pour la réhabilitation de cet immeuble occupé antérieurement par le Conseil Café Cacao. Cette visite a eu lieu ce lundi aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Frédéric Oulaï, Jean-Jacques Kwameala. Voici l'immeuble qui va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao ICCO transféré de Londres à Abidjan. Une visite d'évaluation et d'étude des travaux de rénovation a été effectuée ce lundi par la direction exécutive de l'institution et la partie ivoirienne. Situé aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody, ce bâtiment présente une architecture à 2 niveaux, composée de 2 salles de réunion et plusieurs bureaux. Octroyé par l'État de Côte d'Ivoire, les locaux étaient occupés par le Conseil Café Cacao. Ce que nous faisons actuellement, c'est la matérialisation de cette décision du Conseil. Donc nous sommes arrivés, une importante délégation de l'organisation et moi-même, pour nous entretenir avec les autorités ivoiriennes et faire le point des dispositions logistiques qui sont mises en place dans le cadre de cette délocalisation. Nous nous sommes mis d'accord avec la partie ivoirienne sur le bâtiment. Nous pensons que ce bâtiment répond aux normes. La délocalisation de l'ICCO à Abidjan a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un centre de décision et d'information, mais également rapprocher l'institution des producteurs et consommateurs du cacao. Elle permet aussi à l'État de Côte d'Ivoire de renforcer son leadership au plan international. En tant que premier pays producteur de cacao, c'est vraiment un honneur et un privilège en tout cas d'abriter ce siège-là. Nous pensons qu'à partir du moment où toutes les réunions vont se dérouler ici en Côte d'Ivoire, où le siège est véritablement ici en Côte d'Ivoire, c'est un avantage certain pour le pays. Non seulement sur le plan de la diplomatie, sur le plan politique, mais également sur le plan économique et financier. Après 13 ans de négociations, l'Organisation internationale du cacao est transférée à Abidjan. La décision de ce transfert, entamée en 2002, est entrée en application en septembre 2015. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao avec 40% de la production. La carte universitaire est un outil qui permet de faire l'état des lieux des établissements publics d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, de connaître leur nombre et leur situation géographique. Depuis hier matin, un atelier de restitution se tient à Grand Bassam. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur qui a sollicité le Comité national de télédétection d'informations géographiques pour la conception de cette carte universitaire. Yasmine Kongaï Graskando. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se dote d'une carte universitaire. Cet outil permet la géolocalisation des différents établissements publics d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, de répertorier les formations dispensées et les diplômes délivrés dans les universités. Cette carte est une application web conçue par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Pour que l'État décide d'étendre les universités existantes, de créer des centres et instituts de recherche, il lui faut une base décisionnelle. Cette base décisionnelle, c'est les effectifs d'élèves bacheliers, donc qui vont entrer dans l'enseignement supérieur. Ce sont les effectifs d'étudiants à l'université qui passent d'année en année et qui sortent du système pour trouver un emploi. Avec la carte universitaire, avec toutes les applications qui sont développées, qui nous sont expliquées par le CNTIG, nous avons effectivement un positionnement physique de toutes les infrastructures, que ce soit les salles de travaux pratiques, les travaux dirigés, les infrastructures annexes. Donc pour la gestion du patrimoine de l'université, c'est plus aisé pour les dirigeants que nous sommes. La carte universitaire est un véritable système d'information avec des indicateurs mis à jour. Il y avait un vide. Et puis aujourd'hui, quand on demande à un établissement d'enseignement supérieur de fournir des données statistiques, ce n'est pas évident. Si le ministre a besoin de savoir combien d'étudiants sont passés en année supérieure, combien sont dans la vie active, combien ont eu de l'emploi parce qu'ils ont eu leur diplôme l'année dernière, on ne peut pas répondre. Mais avec la carte universitaire, on pourra avoir les réponses à toutes ces questions. Cette carte universitaire se situe dans le prolongement de la carte scolaire déjà établie l'année dernière par le CNTG.
Et on va rester avec Grace Kando. Elle nous dit que le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a procédé lundi à la remise officielle des documents de la stratégie et du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Ces documents permettront au gouvernement ivoirien d'apporter des réponses idoines et relever le défi de la lutte efficace contre la traite des personnes qui constitue un esclavage des temps modernes. Une dame qui cherche quelqu'un pour pouvoir s'occuper de sa maman. Ils m'ont promis ce qu'on appelle le paradis sur terre. Arrivé là-bas, le papa veut coucher avec toi. Matin même pour manger, même c'est pas là. Tu vas te réveiller à 6 h, tu vas travailler jusqu'à 2 h du matin. C'est donc pour lutter efficacement contre la traite des personnes que des documents de stratégie nationale et de plan d'action ont été élaborés. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le plan d'action mondial, dupliqué au niveau national à travers cette stratégie, permettra, j'en suis convaincu, d'apporter des réponses idoines aux problèmes des victimes. Le défi est immense et les enjeux préoccupants, je devrais dire très préoccupants. Je suis fortement convaincu que notre approche dans cette lutte doit plus que jamais être participative et inclusive. L'élaboration de ces documents stratégiques sur la traite des personnes a vu la participation de plusieurs partenaires. Nous avons d'abord mené une mission exploratoire pendant laquelle nous avons identifié les différents défis en matière de lutte contre la traite des personnes. Ces instruments stratégiques viennent compléter le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes qui sera très bientôt adopté par le Parlement. Au nom du gouvernement et par ma voix, je voudrais donc déjà vous rassurer quant à notre détermination à relever le défi que lance la communauté humaine d'esclavage des temps modernes, qu'est la traite des personnes. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sur 136 pays concernés par la traite des personnes, 118 sont des pays africains. 75% des victimes sont des femmes et des enfants. Reportage Barakissa Bamba dans un commentaire de Grace Kando. Un mot de transport dans ce journal. La Société des transports abidjanais, la SOTRA, étoffe de nouveau son parc auto, cette fois avec des bus flambant neufs affectés à la ligne 67. Les engins ont été mis en service ce lundi. Cette acquisition de la SOTRA entre dans sa politique de renforcement de son parc auto en vue de satisfaire sa clientèle. On en parle avec Herman Yamia. Les populations de Port-Boué, notamment celles de Gonzague-Ville et d'Anani, sont les premières bénéficiaires de la mise en circulation d'un nouveau autobus acquis par la SOTRA. La ligne 67 qui rallie Port-Boué au grand marché de Trècheville vient d'être renforcée de 25 nouveaux autobus flambant neufs. Cet itinéraire, selon le directeur général de la SOTRA, qui était présent au lancement de ces nouveaux autobus, est porteur. C'est un itinéraire qui est relativement bon à rouler. Et comme ce sont des véhicules neufs, en attendant que les autres voiries de la ville soient refaites, nous privilégions cette voie qui permet de prendre beaucoup de passagers et en même temps il y a l'avantage d'avoir un itinéraire propre. Aujourd'hui, nous sommes à des fréquences de 5 minutes. Boaké Meïté souligne qu'un programme est en cours pour renforcer le parc auto de la SOTRA de nouveaux autobus sur les 5 prochaines années. Nous sommes résolus désormais à n'acquérir que des autobus neufs. C'est la dynamique que le président de la République a souhaité pour la Côte d'Ivoire. Et vous verrez que dans le programme du gouvernement, le programme du président de la République, il est bien mentionné qu'il aura une acquisition de 2000 autobus pour la SOTRA. Tout ceci pour faciliter la mobilité de la population abidjanaise. Ce sont une centaine d'autobus qui ont été acquis pour cette première vague. Après la ligne 67, d'autres itinéraires seront également renforcés. Après le transport, la culture, la première édition du Salon du Livre pour enfants et adolescents se tiendra du 16 au 19 décembre prochain à la Bibliothèque nationale au Plateau. En prélude à cet événement qui a pour objectif d'inculquer le goût de la lecture aux enfants et aux adolescents,
Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour mobiliser la population, les éditeurs, les écrivains et les libraires pour sa réussite. La conférence de presse a eu lieu hier mardi 24 novembre au cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce salon a pour thème « Papa, maman, offrez-moi également un livre pour Noël ». On reste avec Herman Niamia. C'est une innovation dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire. Les livres pour enfants et adolescents ont désormais une plateforme, le Salon du livre pour enfants et adolescents. La première édition se tiendra du 16 au 19 décembre prochain à la Bibliothèque nationale au Plateau. Une biennale qui a pour objectif de faire la promotion de la littérature enfantine et aussi de faire de la Côte d'Ivoire un haut lieu de visibilité et un important marché du livre pour enfants et de jeunesse. Les enfants, ils sont à la base de tout développement. Voilà, il faut pouvoir occuper sainement les enfants. Et la lecture est un élément de culture, un élément de développement qui a toute son importance. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique noire francophone est quand même leader en matière de littérature enfantine et de jeunesse. Et donc il était quand même important qu'il y ait une plateforme justement qui soit créée à cet effet. Selon le directeur du livre et de la lecture, ce salon doit être l'occasion pour les parents d'offrir des livres à leurs enfants afin de leur donner le goût de la lecture. D'où le choix du thème « Papa, maman, offrez-moi également un livre pour le Noël ». Vous savez que le Noël est l'occasion pour les parents d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Il faut que les parents offrent des cadeaux à leurs enfants. Mais il faut également qu'ils offrent aussi au moins un livre. C'est ce qui justifie le thème que nous avons utilisé. Plusieurs activités vont meubler ce salon. Entre autres, des expositions, des ateliers, des conférences et des dédicaces de livres pour enfants et de jeunesse. Sont attendus à ce salon les écoles maternelles, primaires et secondaires, les libraires, les éditeurs, les écrivains et le grand public. Reportage signé Barakissa Bamba et Herman Niamien. L'actualité internationale à présent. L'adolescent de 15 ans atteint de la maladie à virus Ebola au Libéria vient de perdre la vie, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a annoncé vendredi dernier que l'adolescent avait montré des symptômes de la fièvre hémorragique le 14 novembre et avait été hospitalisé 3 jours plus tard. 2 de ses frères et sœurs ont aussi manifesté des signes de maladie ces 2 derniers jours. Ils sont à leur tour atteints de la maladie. Les autorités recherchent les pistes d'une quelconque transmission. On en parle avec Roger Appé et Christelle Menant. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des victimes au Libéria. Un enfant de 15 ans vient de perdre la vie selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il vient ainsi compléter la liste à 4162 morts sur 9343 cas de contamination détectés dans le pays. 2 de ses frères et sœurs ont aussi manifesté des signes de maladie ces 2 derniers jours, a déclaré le docteur Bruce Aylar, sous-directeur de l'OMS. Le Libéria avait pourtant été déclaré exempt de l'épidémie une première fois en mai, avant la réapparition du virus environ 7 semaines plus tard. Le 3 septembre dernier, il était à nouveau déclaré exempt de l'épidémie. 150 cas contacts sont actuellement suivis, indique l'OMS qui attribue la résurgence du virus à sa persistance dans les liquides corporels de certains survivants. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait 11 300 morts sur un total de près de 29 000 personnes contaminées depuis décembre 2013. Le Libéria reste le pays le plus touché de cette épidémie. Un attentat a visé hier mardi un bus de la garde présidentielle tunisienne dans le centre-ville de Tunis. L'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Au moins 12 personnes sont mortes selon les autorités tunisiennes. Les autorités dénoncent donc une attaque contre la démocratie tunisienne. En République démocratique du Congo, des représentants de la société civile de tout le pays se sont réunis à Kinshasa. Un forum qui s'est clôturé mardi soir s'est tenu pour parler du dialogue proposé par Joseph Kabila, du processus électoral à venir et du rôle que doit jouer la société civile. Une série d'acteurs issus de ses rangs, mais aussi des experts, des politiques ont été invités pour donner leur point de vue et
répondre aux questions des participants. L'objectif, définir une position de la société civile dans ce contexte préélectoral. Ce mercredi au matin, le pape François s'envole pour l'Afrique. Pendant 6 jours, il fera étape au Kenya, en Ouganda et enfin en République centrafricaine. Un voyage aux multiples enjeux et qui intervient notamment dans un contexte où les églises protestantes ont le vent en poupe sur le continent. Les autorités turques ont vivement réagi hier soir à l'incident survenu à leurs frontières concernant l'avion russe abattu le matin par l'armée de l'air. Le secrétaire général de l'OTAN s'est exprimé de son côté de manière très pondérée à l'issue de la réunion des 28 ambassadeurs alliés. Et puis pour terminer, sachez que lors d'une conférence de presse commune qui s'est tenue hier après-midi à Washington, les 2 chefs d'État, Barack Obama et François Hollande, ont été très clairs. Ils veulent poursuivre les frappes contre le groupe État islamique. Et voilà qui met fin à ce journal. Bonne journée sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.